Soleil FM vous présente Ursa. Ursa, un autre regard sur l'actualité. Ursa, une présentation de Koluba Koevogi. Lundi 2 septembre 2019, bonsoir à tous, bienvenue si c'est maintenant vous nous rejoignez sur Soleil FM et Guinée dans Ursa, notre regard sur l'actualité, c'est votre rendez-vous quotidien pour les débats et les analyses pointues des actes de ceux qui font l'actualité en Guinée. Cet après-midi, nous donnons la parole à Monsieur Boubacar Sadio Baldé, il est deuxième vice-président et cofondateur de l'Union des forces républicaines UFR, parti actuellement dirigé par Sidya Touré. Ce lundi donc, nous donnons la parole à notre invité pour agir sur l'opinion problème constaté autour de l'installation des démembrements de la CENI à Conakry dans des villes de la Guinée profonde. L'UFR et l'UFDG sont d'ailleurs conjointement accusés par les autres partis de l'opposition comme étant des partis qui veulent se partager la part du gâteau, en tout cas au compte de cette autre activité sur l'installation des démembrements de la CENI. Comment réagit donc notre invité par rapport à ces multiples déclarations? Vous entendrez au fil de cette émission. Sur le fil également des questions, notre invité réagira sur d'autres sujets d'actualité, notamment la modification ou non de la Constitution. Le sujet est plus que jamais d'actualité en Guinée. Le cofondateur et également coordinateur de l'UFR du côté de l'Europe occidentale réagira également sur le fonctionnement de son parti dans cette autre partie du monde. Merci de nous préférer au compte d'Ursa, un autre regard sur l'actualité sur Soleil FM Guinée. Encore une fois, c'est un plaisir. Ursa, quand tu parles. Ursa. Allez, encore une fois, merci de nous retrouver au compte de cette édition. Monsieur Boubacar Sadio Baldé, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Koevogi. Allez, en tout cas, un plaisir pour nous de vous avoir cet après-midi dans cette édition. Ça, Edouard Tenkeno, bonsoir. Oui, bonsoir Koluba, bonsoir à notre invité et bonsoir surtout à nos millions d'auditeurs. Allez, en tout cas, Ursa pour tout au numéro de cette semaine qui débute pour ce lundi, donc 2 septembre 2019. Alors, merci de nous retrouver, monsieur Mamadou Boubacar Sadio Baldé, j'y arrive. Vous êtes cofondateur de l'Union des forces républicaines, le parti actuellement dirigé par Sidya Touré également. Vous êtes le coordinateur de cette grande haute formation politique du côté de l'Hexagone, pour être précis, en Europe occidentale. Dites-nous aujourd'hui comment vous vivez le parti par rapport à cette crise qui mine certaines autres formations ou qui vous oppose à d'autres formations politiques autour de l'installation des démembrements de la CENI. Oui, d'abord, bonsoir à vos auditeurs. Bonsoir aux différentes populations guinéennes qui sont à l'écoute de votre grande radio. Donc, je dirais d'abord pour la présentation, je suis effectivement cofondateur du parti UFR, membre du bureau exécutif national, membre du conseil politique. Bon, je suis coordinateur du parti en Europe, vice-président pas encore, mais peut-être que votre vœu, enfin tout au moins ce que vous avez dit peut arriver, on ne sait jamais. Ah bon? Oui, bon, mais bon, c'est pas un grand problème. Bon, donc pour revenir à ça, concernant l'actualité sur les démembrements, je pense d'abord, j'ai bien l'impression que c'est un os qu'on nous jette un peu aux différents partis pour qu'on puisse se chamailler là-dedans. Et parce que c'est une technique du pouvoir de jeter un os comme ça. Et puis, les gens vont s'étriper. Et puis, bon, le parti au pouvoir, lui, il continue ce qu'il a à faire. C'est vraiment l'impression que j'ai. Et je ne suis pas le seul à avoir cette impression. Oui, mais surtout quand vous accusez le parti au pouvoir, alors que la mouvance et l'opposition n'ont pas les mêmes listes en ce qui concerne l'installation et le démembrement. Non, pas les mêmes listes. Mais si vous voulez... on ne peut pas les accuser, si vous voulez, comme ne dirait pas, lorsque ma femme est grosse, c'est le parti au pouvoir. Mais si vous voulez, c'est des stratégies. J'ai vu cette stratégie en septembre 2018 concernant le soutien de M. Khalifa Sall. J'ai vu qu'on nous a jeté un os qui consistait, si vous voulez, à nommer les différentes ou à désigner les conseils municipaux. Tout le monde s'est jeté dans ce os-là. Et personnellement, là je parle à titre personnel, j'ai vu depuis Paris comment à partir du 27 septembre, le pouvoir a joué
Les gens étaient en train de s'étriper là-bas. Une des personnalités marquantes de la scène de la démocratie guinéenne, je l'ai nommé le défunt président du Conseil constitutionnel, a été éjecté. Et personne n'a pu, vraiment, j'ai regardé le net à l'époque, j'étais à Paris, j'ai vu, il n'y avait pas plus de 100 ou 200 personnes qui étaient venues manifester. Alors aujourd'hui, concrètement, pour être précis autour de l'installation des démembrements de la CENI, pour vous, est-ce que c'est une fausse accusation portée sur l'UFR et l'UFDG Enfin, je ne comprends pas. On sait quand même qu'il y a une crise, il y a une crise entre vous, ouais. Entre l'UFR, l'UFDG et les autres partis de l'opposition. C'est-à-dire que les autres partis comme le BR par exemple, le RRD, qui estiment que vous avez pour ambition de prendre l'essentiel des places qui reviennent à l'opposition. Enfin, je peux vous affirmer qu'à l'UFR, on n'a pas ce problème. Je ne veux pas vous parler, comment on appelle ça, la langue de bois, parce qu'il est classique que les politiciens utilisent cette langue de bois pour pouvoir s'échapper et ne pas répondre aux questions qu'on leur pose. Nous avons le dernier, ce n'est pas un secret, je vous le dis, le dernier bureau exécutif national, on est clair là-dessus. Nous essayons, comme tous les partis, à avoir les places qui nous sont dues, pas plus. Non pas pour gruger des places qui sont réservées à d'autres, non pas pour se faire gruger. Mais nous sommes conscients aussi que le fond du problème aujourd'hui n'est même pas ces démembrements. Alors, c'est quoi le fond du problème selon vous? Le fond du problème, c'est d'abord le fichier électoral. C'est le fichier électoral qui est truffé. On nous parle de 1 500 000, comment on appelle ça, fausses inscriptions, qui sont des fictifs et qui correspondent, si vous regardez au prorata, par rapport au quotient électoral, qui correspondent à 37 députés comment on appelle ça, à l'Assemblée nationale. Donc ça c'est un vrai problème. Et donc ces personnes fictives qui sont inscrites, il y a des mineurs aussi qui sont inscrits, il y a des doublons. Autrement dit, apurer le fichier électoral me semble, quant à moi, et d'ailleurs le parti UFR, le principal problème qu'il faut résoudre. Sans parler d'autres problèmes dont nous évoquerons surtout quant au respect de la Constitution. Ça, c'est les problèmes fondamentaux. Maintenant, vous savez très bien qu'en Guinée, on a 17 000 bureaux de vote, environ, parce que c'est une géométrie un peu variable. Et puis, il y a 5 066 qu'on pourrait appeler des commissaires à la CENI, pour faire simple, quoi. Si vous voulez, ce qu'on appelle les représentants de différents partis devant, si vous voulez, dans les différents bureaux de vote. Alors, avant que Edouard ne réagisse, on sait tout de même la position de la CENI en la matière est plus que jamais connue. La CENI veut déjà recruter un opérateur technique pour aller avec la révision du fichier, pour mettre fin à tous ces problèmes que vous êtes en train déjà de citer. Et c'est un prélude justement aux prochaines échéances électorales en la matière. Et ça, c'est un vrai problème. Le président du parti, M. Sidia Touré, s'est exprimé là-dessus sur une chaîne de vos collaborateurs de l'Ex-FM ce matin. Et les questions, si vous voulez, de l'opérateur qui est chargé, si vous voulez, de gérer techniquement ces questions, il y a eu un audit par rapport à ça. Et il y a eu des rapports d'audit. Il faut que ça soit consensuel. La CENI à elle seule ne peut pas se lancer et, comment on appelle ça, recruter une société, comme ce fut le cas il y a un certain temps, je parle de 2010, et nous avons eu tous les problèmes avec ça. Donc il est question que le rapport d'audit soit respecté. Et une fois que le rapport d'audit est respecté, les choses vont aller d'elles-mêmes. Est-ce que l'audit est déjà réalisé aujourd'hui? L'audit est déjà réalisé. Le rapport dit quoi? Le rapport dit, je ne connais pas, je ne suis pas rentré dans... Je n'ai pas regardé le rapport personnellement, le rapport d'audit, mais c'est logique. Le rapport d'audit va demander à ce qu'il y ait que ça soit consensuel, que les fichiers soient apurés, autrement dit que la vérité soit dite. Bien. Et que l'opérateur qui sera fait par un appel d'offres international. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans son petit coin à Tombo cabinet là-bas et puis décider que M. X ou M. Y va venir superviser, si vous voulez, techniquement les élections et fausser tous les résultats et toutes les conséquences que vous pouvez savoir que ça peut entraîner. Bien. Boubacar Sadio Baldé, plutôt cofondateur de l'Union des forces républicaines et également coordinateur de ce parti du côté de l'Europe. Allez, ça doit être l'autre question. Oui, honorable, merci d'être venu. Voilà, tout à l'heure, revenez un tout petit peu en arrière. Lorsque vous parliez de Feu Khalifa Sall, voilà, vous avez dit que lorsqu'il a été éjecté, il n'y a eu que 200 personnes, il n'y a pas eu plus de 200 personnes qui
manifester. Qui est manifesté. Alors pourquoi avez-vous aimé que les gens manifestent? Écoutez, parce qu'on estime simplement que si vous voulez, que c'est le pouvoir exécutif qui s'est impliqué dans les prérogatives du Conseil constitutionnel. Bon, je crois que ce n'est un secret pour personne, que de Yomou à Lola, passant par Gadaoundou et que sais-je, tout le monde savait, depuis 2015, que Khalifa Sall a demandé au président de la République qu'il ne sombre pas, si vous voulez, qu'il ne succombe pas aux sirènes des révisionnistes, de ceux qui voudront le pousser à modifier la Constitution pour, soi-disant, un président de sa vie. Et il l'a dit publiquement, vous l'avez entendu, ça a été relayé. Depuis ce jour, il est dans l'œil du collimateur. On savait très bien que dans l'œil du cyclone, exactement, et qu'il fallait qu'on l'éjecte. Voilà. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a empêché les gens? Pourquoi les gens n'ont pas manifesté? Pour moi, je vous dis, je n'étais pas ici, j'étais à Paris. Mais bon, j'ai regardé quand même, je suis ça, l'actualité au jour le jour. Ça veut dire que si vous étiez là, vous... Oui, mais même la politique... moi j'aurais demandé pour vous dire... Même la politique, on moi, ne pas... Pour vous dire, moi je voulais appeler les différentes personnalités qui composent, si vous voulez, je voulais appeler le président de mon parti, appeler même Cellou Dalein Diallo, appeler, comment ça s'appelle, monsieur Kouyaté, l'ancien Kouyaté. Bon, parce que tout le monde avait dit que c'était une deadline. Autrement dit, c'est de la ligne rouge à ne pas franchir. Mais je vous dis, selon moi, ils ont jeté un os aux différents partis concernant cette histoire de répartition des conseillers municipaux. Tout le monde était préoccupé là-dedans, à fond de la caisse. Et bon, l'affaire est passée. Moi, j'ai suivi ça, j'ai même écrit quelque part. J'ai vu le 27 septembre, et puis j'ai vu le 28 septembre, la grande mascarade des forces de défense et de sécurité, pour impressionner plus d'un. Et puis, paf, très vite, j'ai suivi, j'étais sûr qu'on en arriverait là. On a essayé de passer par une autre personne, enfin, autrement dit, c'est le bureau du Conseil constitutionnel qui a décidé de l'éjecter et de mettre une autre personne à la place. Ça veut dire tout simplement que vous êtes en train de relater sur cette histoire pour comprendre comme quoi vous êtes parfois, les politiques, vous êtes parfois bernés par le parti pouvoir. On vous roule dans la farine. Il y a des boulangers là-dedans. Il y a des boulangers qui sont enfarineurs et si vous y prenez garde, lorsque vous êtes à l'extérieur, vous voyez plus les choses. Pourquoi je n'ai pas appelé les personnalités dont je vous ai parlé? Parce que j'étais sûr qu'ils allaient mobiliser même 1000 personnes, même 2000 personnes. D'accord. Ça aurait peut-être modifié le cours des choses. Et ça, c'est un point de vue personnel. Vous écoutez, on a l'impression que vous êtes un peu à l'écart, mais vous suivez et vous prophétisez même ce qui peut arriver au parti. Et que les autres se laissent un peu, comme vous le dites, enfariner, emporter, ils se laissent embobiner par les malices du pouvoir. Mais pourtant, vous êtes tous dans la même balance, même s'il se trouve que géographiquement, vous êtes un peu loin. Et pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser les autres? Parlant de ce point précis, ça, ce n'est pas un cas général. Là, on parle d'un cas bien précis. Si vous voulez, lorsque... des fois, vous vous dites, attendez, je ne vais pas appeler les gens pour quelque chose qui semble évident. L'évidence, tout le monde le savait, il fallait qu'on laisse le Conseil constitutionnel aux mains d'une personne qui semble au moins vouloir dire la vérité. Et qui était contre ces tripatouillages électoraux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit depuis 2015 à l'investiture du président Alpha Condé. Mais c'est que lorsque vous êtes dans une marmite, des fois vous n'en voyez pas de contour, vous êtes là-dedans, vous êtes dans le chaudron. Lorsque vous êtes à l'extérieur, vous avez des fois, contrairement à ce qu'on croit, plus de possibilités de regarder ce qui se passe là-bas. Alors que vous êtes là-dedans, vous êtes en train de monter, de descendre, de Coloma, je ne sais pas moi où et où. Et vrai, moi, c'est ce que je pense, c'est ce qui est arrivé. Parce que j'étais certain que ça, on allait arriver. Bon, certain non. Au début, j'ai dit non, il y aura beaucoup de manifestants, les gens vont se lever, et puis le pouvoir voir qu'on ne peut pas passer. Bref, c'était qu'un détail, malheureusement, paix à son âme, à cet éminent juriste de notre pays. Alors, les choses ont considérablement évolué aujourd'hui, pratiquement, par rapport à cette actualité autour de l'actualité politique. Déjà, le départ de Khalifa Sall, vous estimez que les uns les autres, notamment les politiques, n'ont pas joué une grande partition pour peut-être peser dans la balance pour qu'il reste? Écoutez, je ne peux pas... C'est mon point de vue personnel. C'est comme ça que je l'ai vu depuis l'étranger. Je me disais que l'ensemble des partis de l'opposition, si c'était donné la main pour pouvoir s'opposer à ceux qu'ils partent, ils ne seraient pas partis. Mais ça, c'est un point de vue, comme on dit, de diaspora, si vous voulez. Moi, je suis presque sûr de ce que je vous dis. On s'est laissé enfariner, et puis le coup est parti.
D'ailleurs, je me souviens que le pouvoir disait vers le 27-28 septembre, attention, il ne faut pas marcher, personne ne peut bouger, c'est les trucs nationaux, c'est un peu comme ce que Dadis avait fait le 28 septembre. Ouais, c'est une journée historique, spécifique, nul n'a le droit de bouger, alors que lui, ses partisans, il marchait. Il marchait 2 jours avant, dès que les autres ont voulu marcher, on a tiré là-dedans comme on appelle ça, comme des lapins. Est-ce que c'est la même chose qui s'opère actuellement sur le terrain autour du débat sur la constitution ou non des pros troisième mandat ou des pro-nouvelle constitution, la possibilité d'organiser des meetings, quelquefois d'autres manifestations, alors que de l'autre côté, ceux qui sont contre cette modification constitutionnelle sont empêchés? Oui, c'est la même stratégie. Si vous voulez, le pouvoir, évidemment, ne dira pas « j'organise quelque chose pour le troisième mandat ou pour la présidence à vie ». Il vous dira « nous allons organiser quelque chose comme Mokhtar Diallo a fait au Fouta pour montrer les bienfaits du parti, enfin du président Alpha Condé vis-à-vis du Fouta Diallo ». Il est parti faire ce qu'il a à faire là-bas. Maintenant, ils font de région en région. Ils profitent soit de l'inauguration d'un chantier, pas de l'inauguration, ou tout au moins de la pose de la première pierre d'un chantier, ou bien d'une, comment on appelle ça, d'une conférence économique, quelque chose qui est relatif, par exemple, au trait, à l'agriculture, à l'élevage. En fait, ils profitent de cela, et puis ils affichent en haut, la communauté, par exemple, de Kissidou, de Guéguédou, de Labé, soutient le président Alpha Condé. Bon, bref, c'est une stratégie, ça ne trompe personne, ça. Il suffit, même un enfant de CM2 ou de CE2 peut voir ça, ça crève les yeux d'un aveugle. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qu'ils font, et ils le font. J'ai entendu aujourd'hui à la radio qu'ils doivent le faire vers Bandiana ou quelque chose comme ça. Et ensuite, ils ont cité des marraines, des parrains et tout ce que vous voulez, tout ce qui va avec. Donc c'est une stratégie, comment on appelle, qui est cousue de fil blanc. Mais c'est une stratégie, ceux qui sont habitués à la politique le voient, mais la population à la base, je ne suis pas sûr qu'ils voient toujours ce qui se passe. Oui, mais qu'est-ce qui vous empêche, vous, du côté de l'opposition, d'en faire autant pour faire également passer votre message d'opposition à ce projet, ou d'amener les populations à comprendre la nécessité de ne pas aller maintenant Parce qu'apparemment, vous êtes dormant. Non, c'est pas dormant. Je vous dis que moi, j'étais vraiment très pessimiste lorsque l'affaire de Khalifa Sall, je vous parle à titre personnel. Mais après, j'ai vu le FNDC qui a été créé, qui s'est structuré et qui occupe le terrain. Ils ne peuvent pas occuper le terrain comme le pouvoir parce qu'on n'a pas autant de moyens. C'est une question de moyens. Cette affaire, souvent les gens croient. Alpha Condé, il fait beaucoup le désordonné comme ça, mais il a une logique dans ce qu'il fait. Moi, j'ai vécu à Paris, on était ensemble là-bas. On parlera justement de votre cohabitation avec le président Alpha. Donc, je voulais vous dire que d'abord, les partis de l'opposition, ils sont bien structurés au niveau du FNDC. On a un coordinateur national qui est vraiment, à mon avis, capable. Je passerai d'ailleurs bientôt, Inch'Allah, pour le rencontrer et pour le saluer. Nous avons les présidents, les Sidi Touré, le président du PADES et tous les autres qui vraiment sont très très actifs là-dedans. Et vous avez vu, je ne sais pas si est-ce qu'on n'est pas au stade de déclaration tout simplement? Non, pas du tout. Des déclarations, des conférences de presse et après la mise en place des antennes. Mais au fond, est-ce qu'il y a des campagnes de porte-à-porte, de rencontres de population pour les expliquer la nécessité de s'opposer à ce projet si vous voulez, ça se fera, mais effectivement, le président du parti a répondu à cette question, mais moi je pense qu'il y a un décalage. Il y a un décalage entre qui? Entre le pouvoir et nous, et le FNDC. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, beaucoup de gens... Vous êtes en train de manager un peu, de ménager vos efforts? Non, pas du tout. Il faut d'abord... Ou encore vous êtes effrayé déjà? Non, pas du tout. Écoutez, les gens qui sont au FNDC, ce n'est pas des enfants de la première heure. C'est des gens que ce n'est pas les rodomontades du président ou de ceux qui sont autour de lui qui vont les effrayer. Pas du tout. Mais je vais vous dire... En voyant le mouvement, le flot du mouvement... Ce qu'il faut savoir, je voudrais vous dire quelque chose, si vous permettez, c'est que depuis 2011, le président Alpha Condé est dans cette logique. Mais les Guinéens ne le savent pas. Moi, j'ai vu personnellement... Il est dans laquelle des logiques? D'abord, vous parlez de décalage. Non, il est dans la logique de la présidence à vie. Ah bon? Oui. Et je vais vous expliquer pourquoi, si vous permettez. Voilà. Donc, moi, j'ai vu, un Jeune Afrique, il l'a interrogé en 2011. Je crois qu'il était dans une de ses multiples sorties. Je pense qu'il devait être vers Paris ou je ne sais pas où. Et ils lui ont demandé qu'est-ce qu'il pense. Enfin, est-ce qu'il va respecter la constitution guinéenne qui prévoit 2 mandats? 2011, je vous l'ai dit. Et le journal Le Monde et il a répondu, ah oui, c'est le peuple qui va décider. Ça, c'est le truc bateau, quoi. C'est le peuple qui va décider. Et la personne a dit, et il a ajouté qu'il a rencontré Mahathir, qui est ancien premier ministre de la Malaisie, et qui a dit que s'il a réussi à modifier son
son pays structurellement à en faire un pays émergent, c'est parce qu'il a fait 22 ans de pouvoir. Vous regarderez, vous cherchez les jeux d'Afrique. Au début, je me demandais, ces derniers temps, même si je ne rêvais pas, mais dans une des réunions de bureau exécutif, quelqu'un l'a dit, et je me suis dit, ça, tu ne rêves pas, c'est bien ce qu'il avait dit à l'époque. Donc, Alpha Condé, depuis longtemps, il est dans cette... Parce que contrairement à ce que les gens croient, il fait brouillon comme ça. Mais il a vécu en France toute sa vie. Et ce que les Européens ont de plus que nous, c'est de prévoir à long terme ce qu'ils vont faire. Je vous le dis, moi j'ai vécu je ne donnerai même pas le nombre d'années entre l'Afrique et la France. Donc il a ce schéma depuis longtemps. Donc vous autres, vous n'êtes pas du tout étonné de part et d'autre des pas. Parfois on écrit, on efface ou tout simplement on fait des détours. Non, moi je ne suis pas du tout étonné. Je pense qu'il était dans cette logique depuis et puis je le connais un peu. Pourquoi j'étais coordonnateur des forces vives et coordonnateur adjoint de 2004 à 2010 en France. Et beaucoup de choses se passent à Paris, contrairement à ce que les gens... Tout ne se passe pas à Conakry, ici. Hein. Les leaders se rencontrent là-bas, il y a des influences extérieures, beaucoup de choses. Et je vous dis, je vais juste en terminer, je dis, je le connais, je connais sa soif de pouvoir. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous parlez avec lui, vous savez qui il est, si vous êtes un peu habitué à la politique. Alors, il y a un de ses collègues, il y a M. Youssoufou, du Niger qui a dit je pense que parmi les 22 millions de Nigériens, il doit bien y avoir quelqu'un qui peut me remplacer. Mais lorsque vous pensez que vous êtes le seul, comme on dit à Côte d'Ivoire, vous êtes seul garçon dans le pays, évidemment, vous allez dans ces dérives. Avez-vous l'impression que le président Alpha Condé pense actuellement qu'il est le seul qui peut diriger la Guinée pour les 10 dernières années? Je n'ai aucun doute là-dessus. Ah bon? Vous pensez ce qu'il est en train de penser maintenant? Non, il est dans les nuages. Non, mais attends, justement, à ce niveau, moi... Et c'est facile de rester à ce niveau parce que tous les gens qui vous entourent vous pousse dans ce sens. C'est pas qu'il le pousse, il avait déjà ça dans la tête. Oui, d'accord, il avait déjà ça dans la tête. Mais jusque maintenant, il est silencieux. Tout ce qui s'est dit autour de lui, apparemment, et ça lui dit rien, est-ce que ce silence n'est pas énigmatique pour vous? Oh, il n'y a aucune énigme là-dedans. Mais comment? Parce qu'il va... Attendez, si vous voulez, stratégique. Quelqu'un a dit que c'est un faux débat parce qu'il ne faut pas s'engager dans un débat où quelqu'un ne s'est pas prononcé et vous dites tout sur son dos. Est-ce que c'est pas un truc de ce genre? Lorsque vous voulez quitter le pouvoir, on a des exemples ici. Ce n'est pas en Europe, je parle de l'Afrique de l'Ouest. Ce sont nos frères qui sont ici à côté. Un de ses amis de l'international socialiste, qui s'appelle Youssoufou, Mohamed Youssoufou. C'est son ancien, c'est son ami également de la FIAF. Il a dit qu'il va faire ses 2 mandats. On est, si je ne m'abuse, à 2 ans de l'élection présidentielle au Niger. Ils ont déjà fait leur congrès. En tout cas, on sait qui va le remplacer de manière officielle. Ça ne l'empêche pas, il va continuer son pouvoir jusqu'à cette date. C'est le ministre actuellement de l'Intérieur et de la Sécurité qui sera son candidat. En Côte d'Ivoire, on sait à peu près. Bon, mais en Guinée, lorsque vous avez... Parce que la seule antithèse de ça, c'est de dire que, le pouvoir, si jamais vous désignez quelqu'un, les gens vont commencer à vous lâcher pour aller vers de l'autre côté. Ce n'est pas vrai. Il faut alors là vraiment être hyper naïf pour se dire, il ne s'est pas déclaré, lui aussi, il n'est pas idiot. Il ne va pas aller, première nouvelle, il va prendre la télévision et puis il va dire je suis candidat. Les gens l'attendent à ce tournant-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? C'est plus facile, vous instrumentalisez les gens. Vous mettez des pancartes, soutien aux actions du président. Moi je dis, ce n'est pas une question de résultat. Moi je vois, supposons même que toutes les routes de Conakry sont bien et que les ordures sont là-bas, on est loin du compte. Que toutes les ordures et puis que l'électricité est là. Moi, je l'ai vu dans les 2 derniers mois. Je sais que c'est avec l'électricité, l'hydroélectricité qui a pu fonctionner. Mais donc, supposons que tout ça soit en ordre, que tout fonctionne comme on est, que Alpha a travaillé. Mais ce n'est pas une question de travail, c'est une question d'entente. C'est-à-dire l'ensemble des forces vives de ce pays sont entendues que pour éviter qu'il y ait des gens qui s'accrochent indéfiniment au pouvoir, on fait 2 mandats non renouvelables. C'est écrit noir et blanc. Et je vous assure... C'est une question de principe. C'est pas seulement... À ce niveau, à quoi êtes-vous opposé réellement? Au nouveau mandat, à un éventuel nouveau mandat du président de la République, ou à la modification, ou encore au changement de la Constitution? Non, parce que c'est 2 choses différentes. Si vous voulez, il y a des articles, les juristes ont beaucoup passé, glosé, si vous voulez, sur les différents articles. Je ne reviendrai pas. Dans chaque chose, il y a, si vous voulez, il y a l'esprit, il y a la lettre. Il y a l'esprit de ce qui a été convenu
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les forces vives qui ont amené Alpha là au pouvoir. Tout à fait. C'est pas seulement le parti c'est une RPG. évidence. Non, on l'oublie souvent. D'accord, mais c'est Donc le parti qui est l'ensemble avant. des forces vives, c'était décidé, décision prise à Conakry, à Paris, partout où les gens se sont rencontrés, que la Guinée sortira du circuit des présidences à vie. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait 2 fois et on est dans un pays le plus misérable de l'Afrique de l'Ouest. Je veux dire, le président Sékou Touré a fait 26 ans de règne, le président Lansana Conté a fait 24 ans de règne. Regardez, vous n'osez même pas amener un visiteur ici. Moi, j'ai eu des visiteurs qui sont venus du Gabon, là, dont une sénatrice pouvait dire exactement les choses. Mais je n'ai pas osé les faire monter sur, comment on appelle, l'axe là-bas, parce que je sais que les ordures sont au milieu. Vous parlez de quel axe? L'axe, c'est ce qu'on appelle la route du Prince. Il y a des ordures qui sont posées au milieu. Là où il y a les ordures, j'ai essayé de contourner là. Parce que bon, j'essaie enfin de faire en sorte que mon pays ne soit pas terni, bien que je connaisse les réalités. D'accord. Alors, Boubacar Sadiou Baldé, je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'Union des forces républicaines, un parti actuellement dirigé par Sidi Touré. Vous êtes également le coordinateur de cette formation politique. Vous êtes basé en France. Vous coordonnez ce parti du côté de l'Europe occidentale. Avec nous dans URSA cet après-midi pour aborder des questions d'actualité liées surtout à la politique et puis d'autres sujets, des faits sociaux également. Nous allons les aborder dans cette émission. À présent, vous estimez véritablement que le président Alpha Condé avait bien cette intention, même si pour l'instant il n'a pas avoué verbalement, mais il a posé des actes qui vous permettent de dire qu'il s'inscrit dans une logique pour aller au 3e mandat. Écoutez, donnez-moi une seule action qui prouve le contraire. Moi, je n'en ai pas vu. Il n'y a aucune action posée, parce que l'homme, ce n'est pas ce qui raconte, c'est les faits. Quelle action a été posée? Je constate simplement que dans toutes les régions de Guinée, des réunions se font. J'ai vu ça à Kindia, j'ai vu ça à Pita. Des réunions au compte du pouvoir. Si vous voulez, le pouvoir est tout à fait habilité, si vous voulez, à organiser. Par exemple, on pose une première pierre, si vous voulez, sur une route. Mais à travers les fêtes tournantes de l'indépendance, il a su changer l'image de certaines villes. Oh, écoutez, je suis d'accord. Certaines villes ont changé. Moi, je vous assure, j'ai vécu en Côte d'Ivoire à partir de 1970. Donc, j'ai vécu sous l'ère Oufoué. Nous tous, nous à l'UFR aussi, on avait cette intention si on arrivait au pouvoir. On savait très bien que pour pouvoir développer les villes, il faut faire des fêtes tournantes. Et effectivement, c'est une très bonne initiative. Je n'ai pas creusé à l'intérieur si les budgets, si les appels d'offres ont été faits. Bon, je remarque quelques avancées. On félicite tous. Lorsque quelque chose est bien fait, on le dit. Bien, allez, ça doit t'inquiéter. Oui, je reviens sur cette question. Moi, j'aimerais comprendre au juste l'opposition. Et vous, personnellement, honorable, à quoi êtes-vous réellement opposé? Admettons que le professeur Alpha Condé dise maintenant, là, nous changeons de constitution, mais je ne me présenterai pas. Est-ce que vous n'allez pas changer de langage? Écoutez, non, on n'accepte pas parce qu'on sait que c'est faux. C'est une affaire de boulanger encore. Regardez, il a parlé. Attendez, le président Alpha Condé, il a parlé quand même à la presse sénégalaise. Il a dit s'il y a modification de constitution, évidemment, il y aura un 3e mandat. Moi, je ne sais pas, je pense qu'on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Si lui le dit, comment vous pensez sinon, on est dans les élucubrations. Les élucubrations, on en a. Bon, non, c'est des élucubrations. Lui-même, il l'a dit clairement. S'il y a changement de constitution, il se présentera à un 3e mandat. Alors que, je vais vous dire que là, en ce moment, vous dire que nous qui étions en France, Alpha Condé nous a trahis. Pourquoi je le dis? Parce que nous étions ensemble à Paris et on a lutté contre le koudaïsme de Lansana Conté en 2001. Et moi, personnellement, que vous voyez, j'ai même fait une mission après avoir fait des marches avec le RPG. Moi, j'étais le responsable de l'UFR. Après avoir fait ça à Paris, moi, Nantou Chérif, qui est coordinatrice du RPG, plus plus une autre dame qui est décédée, Nadjara Traoré, et puis Alousseïd Kampel Sissé, qui est actuellement qui est assez actif aussi. Et on a été jusqu'au niveau de l'Union européenne pour pouvoir poser. On a rencontré d'ailleurs. Vous étiez tous du RPG à l'époque? Non, on était dans les forces vives. Dans les forces vives. Parce qu'il y a eu deux forces vives. Il y a l'Union des forces vives. Et puis, c'était une plateforme composée de partis politiques et de la société civile. Après, on a fait le forum des forces vives, mais dans une deuxième phase. Et moi qui vous parle, j'ai été coordonnateur de ça sur la France pendant toutes ces périodes. Il y a eu une période où j'avais demandé que l'UFR passe ça et on a mis Diakité Bakary. Mais j'ai été désigné, à mon insu d'ailleurs, coordonnateur adjoint. Donc j'ai travaillé sur cette plateforme de 2004 à 2010. Donc je sais très bien tout ce qui s'est dit là-bas. Et avant d'ailleurs, en 2001, il n'y avait pas encore cette union des forces vives, mais on s'est levé pour dire non au koudaïsme.
Non, Koudaïsme, Alpha Condé était vent debout contre ça. Donc si aujourd'hui on nous... Est-ce que vous avez du mal à reconnaître l'homme actuellement? Comme on dit, le politique use l'homme. Bon, si vous voulez, il y a des choses que je pensais qui auraient avancé. Je pensais que la lutte contre la corruption aurait avancé. Ça, c'est ce que je pensais. Parce que j'ai vu, j'en ai même parlé avec Nantou Chérif, j'étais chez elle, à Sergi Pontoise, il n'y a même pas 3 mois. On parle ensemble, elle et moi, on se connaît. Donc, je pensais que le RPG ayant fait de la lutte contre, comment on appelle ça, la lutte contre le vol, les pillages, un élément central de son... Je pensais que ça aurait... si vous voulez que le professeur... Ça aurait cessé. Ça aurait réduit. Okay. Cessé, vous ne pouvez pas, parce que les gens sont ceux qu'ils sont. D'accord. Et on fait avec ceux qui ça. Mais je pensais que ça aurait réduit la corruption. Yeah. Mais je me rends compte que non. Même le président Alpha Condé lui-même, il a dit que lorsque vous promenez dans Kobaye, enfin dans le nouveau Conakry, je ne parle pas du taudis là-bas qu'on appelle la ville, lorsque vous promenez, vous voyez des maisons, lui-même il l'a dit, je répète ce qu'il a dit. Vous vous demandez où les Guinéens prennent l'argent. On vous dira celui-ci, il est aux impôts, celui-ci il est à la douane, celui-ci, enfin attendez, on n'a pas besoin, on vous dit oui mais on n'a pas prouvé. Mais vous ne pourrez pas, vous regardez le salaire de la personne ne touche ici, si ce n'est pas des ministres, 4 millions de francs guinéens. Donc vous ne pouvez pas construire des maisons qui coûtent des milliards. Il y a un gap quelque part. Ouais. Donc vous estimez que le président, avec toutes ses promesses, son programme politique, la lutte contre la corruption, aucune action concrète. Pourquoi il l'a fait? Si vous voulez, ceux qui le minent, c'est parce qu'il veut rester éternellement au pouvoir. C'est pourquoi en politique on dit la distinction entre un homme politique et un homme d'État. Alpha Condé, pour vous, Alpha Condé, c'est un homme politique. Pour vous, Alpha Condé, c'est un homme politique. L'homme politique cherche à jouer, à se débrouiller, si vous voulez, à faire des stratégies pour rester au pouvoir. Et l'homme d'État? L'homme d'État cherche à poser des actes qui perdureront et qui feront que dans 10 ans, 20 ans, on dira ouais, le monsieur là ou la dame là, elle est venue, elle a fait ces actes, nous en bénéficions aujourd'hui. C'est ça la différence entre l'homme d'État et l'homme politique. Franchement, Boubacar Sadio Baldé, cofondateur de l'UFR et coordinateur également de cette formation politique du côté de la France et d'autres parties de l'Europe occidentale. Avec nous dans ce studio, l'invité d'Ursa, notre regard sur l'actualité sur Soleil FM et Guinée. Vous l'avez dit sans langue de bois, Alpha Condé est tout sauf un homme d'État. C'est un homme politique. Franchement dit. C'est un politicien, mais de très, très, très astucieux. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est un monsieur, il pense politique du matin au soir. Il tourne ça dans sa tête. Il joue. Mais pourtant, apparemment, pour vous, il réussit de manière astucieuse à vous troubler à tout bout de champ. Oui, écoutez, il avait une longueur d'onde d'avance, à ce sens que, je ne vous raconterai pas ce que raconte le bureau exécutif national, mais en 2010, moi j'étais ici, j'étais revenu, j'ai fait 7 mois, 8 mois. Il a réussi quand même à faire en sorte que le deuxième tour de l'élection présidentielle, qui devrait se passer 15 jours selon la loi électorale, après le premier tour, à la faire 4 mois après. Donc il faut être très... Bon, il avait des appuis aussi. Il avait des appuis du côté de Kouchner, de la France, il avait des appuis du côté de Compaoré, il avait des appuis aussi avec Jean-Marie Doré et le président de la transition que j'ai rencontré plusieurs fois à Paris d'ailleurs. Alors, vous voulez dire que ces appuis-là n'existent plus? Ces appuis, on peut les compter. Jean-Marie Doré, son âme, il est décédé. Le président de la transition, il va parler bientôt. Là, il est en tournée. J'ai écouté qu'il a quitté la et qu'il sera bientôt au Burkina. Il va rencontrer Dadis. Il a parlé aussi dans les radios. Il a dit qu'il s'oppose à une modification de la Constitution. Oui, mais il dit à l'extérieur. Il dit à l'extérieur. Il a du mal à... Il dit à l'extérieur. Quelle force il pourrait avoir? J'ai pas dit qu'il... Non, écoutez. Non, l'incidence dont vous parlez, c'est un homme politique. Même si il est arrivé ici par des coups d'État de la transition. Si vous voulez, si vous restez dans un corps militaire, nécessairement vous avez des amis. On a appris récemment. Je n'ai pas dit que tout le monde va se plier à vos intérêts. Et lui et Dadis, ils ont des gens dans l'armée. On a appris récemment que Sékou Konaté aurait rencontré votre président, Sidya Touré, à l'occasion de l'une de ses sorties en France. Il aurait clairement dit au monsieur qu'il regrette tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez appris ça aussi? Je n'ai pas appris ça. Mais moi-même, je l'ai rencontré. Il vous a dit quoi à propos de la gestion de la transition? Non, il absolument. Il le dit clairement, la gestion de la transition ne le satisfait pas du tout. Et là, je suis diplomate. Parce que si je voulais dire exactement ce qu'il dit, pour lui, c'est un chaos. Et, écoutez, lui-même, il est là, il traîne à l'extérieur, il n'arrive pas à rentrer dans son pays.
Ça veut dire tout. Vous croyez que si c'était vraiment bien passé, il ne serait pas ici? Vous croyez qu'il est content et heureux d'être là-bas? Moi, j'ai été chez lui 2 fois. J'étais avec M. Dubaté Mamadi, qui est actuellement à Paris. La première fois, on est resté 6 heures ensemble. Et je ne peux pas vous dire tout ce qu'il m'a dit. Bien. Allez, Boubacar Sadio Baldé de l'UFR, je rappelle que vous êtes cofondateur de cette formation politique au même titre que Bakary Goyo Jumangi de Massanta et également... Et je précise que l'UFR a été créé dans ma maison, ici, à Speti Simbaya, ici. Bien, allez, en fin d'émission, on parlera véritablement de vous, votre vie privée. Alors, est-ce que ça va être un dossier véritablement qui sera difficile à gérer pour le parti au pouvoir ou pour le président Alpha Condé du point de vue défense? Vous l'avez connu, en tout cas, vous avez vu ces jeunes sur les images, en tout cas sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien des 1669 soldats, tenez-vous bien, 1669 soldats formés au centre d'instruction et d'infanterie de Kissidougou. Remontant l'histoire, c'était bien en 2008, ils ont été recrutés par la junte militaire alors dirigée par Moussa Dadis Camara, formés au bout de 2 ans. Finalement, ils ont manifesté sur la raison, vous allez d'ailleurs écouter le porte-parole de ces 1669. Ils ont tenu hier une déclaration à Conakry, une conférence de presse pour être précis là-dessus. Toujours, ils ont été écartés par l'autorité militaire, disent-ils, mais la raison, ils ne savent même pas. Ils demandent cette fois-ci l'implication du président Alpha Condé pour leur prise en charge. Vous allez écouter un extrait de l'intervention de leur porte-parole. Il s'agit bien de Sénat Doré, le porte-parole de ces 1669 soldats deuxième classe formés à Kissidougou. URSA. Depuis notre expédition le 8 mars 2011 jusqu'à nos jours, nous sommes restés dans l'oubliette, aucune communication sur notre dossier. Or, nous avons suivi la formation militaire et nous n'étions pas seulement le centre Kissidougou, il y avait 4 centres, Kindia, Kankan, Falessade et Kissidougou. Les autres centres sont immatriculés de même promotion que nous sommes restés à la bande plus de 8 ans. Nous avons mené plusieurs démarches, mais jusqu'à nos jours, aucune suite favorable. C'est pourquoi nous sommes dit qu'il faut interpeller l'État afin que nous puissions sortir de cette misère, de cette galère. Car d'ailleurs, abandonner 1000 et quelques militaires formés, ça a des impacts sur la population et l'insécurité là. Nous sommes au nombre de 1669 soldats au centre de Kissidougou et aujourd'hui sans suite favorable. URSA. Alors, en tant qu'homme politique, quand vous écoutez cette intervention, pour vous, quel est le véritable enjeu aujourd'hui? Est-ce qu'il y a à craindre? Moi, je pense que franchement, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres centres. Je savais qu'il y a le centre de Kissidougou. J'ai vu dans l'internet. Ceux qui ont été expulsés du centre, ce sont ceux du centre de Kissidougou. Les autres ont reçu leur matricule. J'ai vu une démonstration de leur capacité. J'ai vu un peu. Enfin, ils démontrent. J'avoue que j'ai été subjugué par leur capacité comme force de commando. Je pense qu'ils sont. Je ne les ai pas interrogés, je n'ai pas parlé avec eux. Mais lorsque je vois comment ils font la manœuvre, ou qu'ils simulent les manœuvres, je trouve qu'ils sont très bien formés. Qu'à cela ne tienne, il faut d'abord pas oublier que ce sont des jeunes Guinéens. Ce n'est pas des étrangers qu'on a recrutés je ne sais où. Donc c'est leur pays. On ne peut pas les exclure du système pour lequel ils ont été formés. Il ne faut pas oublier aussi, et j'en rappelle au gouvernement et à tous ceux qui prennent des décisions dans ce pays, qu'il y a une continuité de l'État. C'est-à-dire ce qui s'est passé lorsqu'ils ont été recrutés, quelles que soient les circonstances pour lesquelles ils ont été formés, ils doivent être intégrés dans l'armée. Surtout même si d'autres, il faut qu'ils soient intégrés dans l'armée. Ce sont des jeunes, j'ai vu, ce sont des jeunes qui doivent être peut-être entre 18 et 30 ans. Je ne crois même pas qu'il y ait des gens de 35 ans là-dedans. Même s'il y en a, ce n'est pas grave. On peut les intégrer. Si des gens ont peur de quoi que ce soit, il suffit de les repartir dans les différentes garnisons du pays. Comme cela se passe dans tous les pays, y compris en Guinée. Lorsque vous avez peur un peu de ceci ou de là. Pourquoi aurait-on peur? Pourquoi avoir peur alors que c'est l'État même qui les a formés? Les gens peuvent... Vous savez, lorsque vous n'avez pas trop confiance en vous, vous avez peur. Au lieu d'avoir peur, pourquoi ne pas les encadrer plus? Il faut les encadrer. Il faut d'abord qu'ils intègrent l'armée. Qu'ils intègrent l'armée. On les met dans des garnisons. Mais ça, c'est stratégique. Ce n'est pas par rapport à eux. Chaque fois que vous avez formé des gens, groupés, parce que dès que vous formez les gens, ils ont une chaîne d'amitié nécessaire qui se crée entre eux. Donc, il est important pour qu'il n'y ait pas un groupe quelque part qui peut se rebeller, si vous voulez, contre une autorité dans telle garnison ou dans telle autre, de les repartir dans l'ensemble du territoire. Ça, c'est une stratégie de gestion humaine. C'est très facile à dans les armées, oui. Et puis ça, ce n'est pas contre quelqu'un. C'est comme ça que ça se fait partout. Tout à fait. Je veux dire, en France, vous formez des gens à Pau, dans la ville, c'est tout, parachutiste commando.
vous les formez tous, vous n'allez pas tous les garder à Pau ou les amener tous à Lyon. Vous les dispatchez. Vous les dispatchez à l'intérieur parce que sinon, le commandement ne peut pas s'exercer sur eux. Ils sont suffisamment nombreux pour pouvoir contester. Et très unis. Et très unis, ou des unis en Se tout cas. comprenant très Ils ont une certaine, c'est ce qu'on appelle la fraternité d'armes. Alors, une partie de l'intervention que vous n'avez pas écoutée, ces jeunes ont clairement établi, plutôt déclaré hier, que le 7 mars 2011, avant qu'ils ne soient expulsés, leur directeur du centre d'infanterie et d'instruction, du centre d'instruction d'infanterie et de recyclage de Kisitougou, aurait affirmé, je cite, à l'occasion d'une de ses visites, d'une de ses missions sur Conakry, de son retour, qu'il y aurait une croix déjà sur leur dossier. Alors le 8, le lendemain, ils ont décidé donc de protester pour ne pas faire les services militaires, pour protester contre cette mesure. Et du coup, leur décision a été interprétée autrement, qu'il y aurait eu une intervention des bérets rouges tirés à bout portant, finalement. Et puis, on les a chassés du camp. Depuis lors, il y a 8 ans déjà, leur dossier traîne. Ils ont démarché, rencontré, déposé des courriers à l'état-major, à ministère de la Défense, et puis rencontré les institutions de la République, la médiature, les religieux. Personne n'est là pour leur répondre. Oui, c'est un peu ce que le président du parti UFR, M. Sidia Touré, expliquait. C'est l'absence de l'État. Là, nous nous trouvons dans une histoire d'État néant. Parce que lorsque vous, en tant que jeune citoyen guinéen, vous écrivez à des autorités qui sont normalement structurées, parce qu'il n'y a pas un corps qui doit être plus structuré que l'armée. L'armée, la défense nationale, ce sont des corps hyper structurés. Et que vous n'avez pas de réponse, c'est qu'il y a un problème. On doit vous répondre en disant oui, attendez, non, ceci ou cela, même si on vous rentre dans le système de langage de bois, mais on doit vous répondre. Lorsque vous écrivez aux institutions de votre pays, ce n'est pas un pays étranger, ils ne sont pas à l'étranger. Donc moi, je reste sur le principe que c'est des citoyens guinéens et ils ont droit au respect, ils ont droit à être intégrés dans la fonction pour laquelle ils ont été préparés. Est-ce qu'il y a un risque d'insécurité lié à tout cela? Non, ou alors ça peut mettre en cause, ou alors une certaine fenêtre sur la réforme des services de défense et de sécurité? Non, pas du tout. La réforme, c'est faire en sorte que l'armée soit républicaine. C'est ça, le pilier. C'est de dire que l'armée qui est là, vous ne travaillez pas pour un président. Hein. Vous travaillez pour le pays. Pour la nation. Pour la nation. C'est ça, c'est-à-dire que c'est mettre dans la tête des gens qui ne travaillent ni pour M. Kouévogui, ni pour vous, ni pour Valdé, ni pour M. Alpha Condé. Vous travaillez pour la nation guinéenne. Autrement dit, vous respectez les lois, vous respectez les règlements, vous respectez la hiérarchie, tant que vous n'êtes pas sûr que ceux-ci travaillent contre votre pays. À partir du moment où ils travaillent contre votre pays, vous avez le droit, comme tous les autres citoyens, c'est même écrit dans la Constitution, de protester, de vous rebeller quelque part. Rebeller, non, parce que dans le truc militaire, ça a une connotation martiale. Mais disons que vous pouvez dire, écoutez, là, ça ne marche pas. Si on vous dit d'aller massacrer des populations, comme ce qui s'est passé à Mali et Mbérel là-bas, avec un certain M. Camara ou je ne sais pas quoi. Oui, vous dites, non, je ne fais pas. Voilà, vous ne faites pas. Et puis, vous dites, non, c'est pas madame, envoyez la police, faites ce que vous voulez, moi, je ne massacre personne. C'est comme ça que ça se passe. Moi, j'ai rencontré le général Bountaga Diallo, qui était un officier sénégalais. Il m'a même dit, le problème que vous avez en Guinée, c'est que vous n'avez pas une armée républicaine. Parce que si vous avez on a tenté de faire des tripatouillages électoraux là, en 2000 avec Abdou Diouf et puis plus tard avec Abdoulaye Wade. Les généraux ont dit que non, ça passe pas. Ça passe pas. On respecte la loi, on respecte la constitution, on respecte les résultats du vote. Voilà. Donc pour vous, l'armée même devrait, est-ce qu'en le faisant, l'armée ne s'implique pas dans la politique? Non, l'armée... Est-ce que l'armée ne deviendrait pas plus politique? Non, l'armée, il y a des moments... Si il y a un résultat de vote qui dit que vous êtes élu et que lui, il est battu, et que vous voulez tripatouiller pour que lui soit élu, l'armée peut dire non. Parce que les risques, si vous voulez, qu'il y a derrière, c'est que la population se rébelle. Donc il faut anticiper aussi. Vous ne pouvez pas attendre que le monde, que toutes vos populations se lèvent en se tuant les autres à coups de machette pour pouvoir réagir. Bien. Donc l'armée ne fait pas œuvre de coup d'État ou de coup de force en ce cas. Bien. Elle fait une œuvre de prévention. Allez, Saïdou Atenkano. Le séjour de M. Sidia Touré auprès du professeur Alpha Condé, oui. Qu'est-ce que cela a apporté à l'UFR? Bon, écoutez, lui-même il a répondu aujourd'hui matin. Il a répondu, on lui a posé la question si c'était à refaire, il n'allait pas le refaire. C'est un véritable regret pour vous? Bon, regret non. Non, pas pour lui, mais est-ce que vous avez été d'abord consulté? Non. Le parti n'a pas été consulté. Il ne vous a pas consulté. C'est une décision personnelle qu'il a prise. Il l'assume et il a pris la décision personnelle aussi de quitter.
Et le parti n'a pas eu de reproche? Bon, si vous voulez, c'est un parti discipliné. Non, le parti... Ou bien, si vous voulez, parti vaudou, si vous voulez. Est-ce que le parti s'est retrouvé... Est-ce que cela a apporté une incidence non, je vais vous dire, il n'y a pas eu d'incidence. Je sais que je peux vous dire, dans tous les partis, lorsque ça se pose, le président du parti, il a des prérogatives. Bon. Dans tous les partis, vous pouvez consulter. Bon, si vous prenez une décision comme ça, c'est parce que vous pensez que ça peut aider votre parti. Sinon, vous n'allez pas la prendre. Mais vous qui n'avez pas été consulté, vous ne savez pas en quoi cela peut vous aider. Mais nous, on n'a pas vu d'effet positif. Mais lui, il a expliqué que très bien, aujourd'hui, il en a parlé dans Lynx FM, il a expliqué qu'il s'est lancé là-dedans pour pouvoir aider le président à terminer son deuxième mandat, parce qu'il voyait dans quel état le pays était. Si vous voulez, en 2015, les déchirures, c'était pour combler un peu ces déchirures. C'est pourquoi, c'est l'explication qu'il donne. Moi, c'est celle-là que je prends en compte. Oui, est-ce que sa participation aux activités du gouvernement auprès du président n'a pas plutôt enfoncé l'UFR? Écoutez, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, il y a des régions dans lesquelles ça l'a enfoncé, il y a des régions dans lesquelles ça l'a soulevé. Dans quelle région? Bon, je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais... Pour quelle raison? Non, il y a des régions, si vous voulez, qui sont très opposition, qui ont très mal vu ça. Il y a des régions qui étaient plutôt favorables à la mouvance présidentielle, qui ont très bien vu ça. C'est compréhensible. L'ami de mon ami est mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Donc, c'est une équation très simple, mais grâce à Dieu, nous avons pu résorber ça sans heurts. Alors, les choses sont passées et on passe à une autre étape. Tout ça, c'est du passé. Ce qui importe aujourd'hui, c'est à l'intérieur du FNDC à lutter contre toute modification de la Constitution qui tenterait de faire en sorte qu'il y ait une présidence à vie. Parce qu'on en a fait deux fois. Vous avez espoir de pouvoir gagner cette bataille? On va la gagner, cette bataille. On va bien vous écouter. On va bien vous écouter, Boubacar Sadio Baldé, ancien. Vous faites partie des anciens, en tout cas des anciennes têtes également de la politique guinéenne aujourd'hui. Vous observez de loin l'actualité guinéenne véritablement. Est-ce que la Guinée est mal partie avec votre classe politique actuelle? Écoutez, moi, du côté de la mouvance et de l'opposition, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative possible aujourd'hui? Moi, je peux vous dire, d'abord, j'ai commencé la politique à 20 ans. En 1970, j'étais à l'université d'Abidjan. En 1972, j'ai adhéré au regroupement de Guinéens à l'extérieur, qui était dirigé à l'époque par Siraj Diallo, avec les Zoumanigui, avec les Kaba Mansour et tout un. Nous étions restés là-dedans parce que beaucoup de gens ne savent même pas pourquoi l'UFR a été créé, y compris à l'intérieur de l'UFR. C'est en 1976, lorsque Sékou Touré a lancé la guerre contre les Peuls avec 3 discours qui nous avons pensé à l'époque qu'il va mener la nation vers le chaos. Et lorsque je dis, ce n'est pas seulement les Peuls qui ont réagi, c'est des Guinéens de toutes les origines. C'est ça, avec ça qu'on a créé le groupe spécial qui a voulu se former le maximum possible pour pouvoir contrer cette dérive. Donc ce sont des gens de ce groupement, comme moi, qui ont abandonné travail, retraite et tout. Moi-même, je touchais 250 000 francs CFA à l'époque, au Gabon. J'ai tout abandonné. M. Zoubaligui devait toucher aussi 600 000 ou 800 000. On a tout abandonné pour pouvoir se lancer, si vous voulez, pour contrer. Parce que l'ensemble des Guinéens, je dis bien l'ensemble des Guinéens, on pensait que là, le président veut nous amener vers le trou. Et ce sont ceux qui sont sortis de ce groupe, le groupe spécial du RGE, qui ont créé l'UFR. Ouais, aujourd'hui, je parle bien de la composition de la classe politique guinéenne. Est-ce que la Guinée a de véritables chances de s'en sortir avec les têtes qu'on a aujourd'hui? Bon, écoutez, les têtes qui sont là, les gens ont beaucoup d'expérience. Bon, ce qu'il faudrait quand même à la Guinée, c'est qu'à un moment donné, on mette le patriotisme en jeu. Parce que le tout n'est pas de manipuler des choses. On va dire qui va délivrer des brevets de patriotisme. Ça, c'est une autre question. Vous me répondez, est-ce que la classe politique est capable? Bon, écoutez, je pense quand même qu'il y a des gens suffisamment intelligents dans les différentes classes politiques pour pouvoir nous sortir de trou. Mais il y a une seule conditionnalité à cela, c'est que Alpha ne brûle pas la Guinée. Parce qu'il la brûle, nous n'avons plus rien. Et comme dit Cheikh Yérim Seck, vous avez dû voir sa vidéo, si on continue dans ça, nous nous retrouverons dans une situation gravissime. Parce qu'il a les moyens financiers, lui seul sait où il les a pris. Il a certains apparatchiks. Et le problème, c'est que ce n'est plus le moment des partis. Le moment des partis uniques est fini depuis 90. Le moment de la présidence a fini depuis l'affaire de Lansana Conté. La preuve, c'est qu'actuellement en Afrique de l'Ouest, tous les présidents sont opposés
à ce que Alpha Condé aille faire la présidence à lui. Même le Togo. En tout cas, pour l'instant, il n'a pas déclaré. Il n'a pas déclaré. Écoutez, voilà. si on ne faisait que regarder ce que les gens déclaraient, ce serait trop facile. On regarde les actes qui sont posés. Ce sont les actes qui nous disent ça. Sinon, nous, on serait très heureux d'applaudir. J'ai écouté Amadou Diouf Diallo hier qui le disait très bien. Nous serions heureux que le futur président se serre la main avec l'ancien président, que ce ne soit pas des coups d'état civils ou des coups d'état militaires, et que, pourquoi pas, que le président Alpha Condé, la Guinée entière, pousse avec ses amis, ses alliés, pour qu'il soit le futur secrétaire général de l'ONU. Pourquoi pas? Mais pour cela, il faut accepter d'être un homme d'État. Il faut le rappeler, le président Alpha Condé, en 2010, il avait déclaré, je cite, il sera le Mandela de la Guinée. Mandela, qu'il a fait un seul mandat, et lui, il a son deuxième mandat. Donc pour vous, il ne sera plus le Mandela de la Guinée. S'il continue dans ça, il ne sera plus le Mandela de la Guinée. C'est très simple. Mandela, sans tripatouillage rien, il pouvait avoir 2, 3, 4, 5 mandats. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Compte tenu de la personnalité, compte tenu de ce qu'elle a fait. Quel Africain n'est pas heureux de parler de Mandela? Qui d'entre nous n'est pas fier de Mandela? Personne d'entre nous ne peut pas être fier de Mandela. Vous n'êtes pas fier d'Alpha Condé? Vous l'avez connu en Europe durant votre cohabitation? Ce que vous voulez, mes sentiments personnels n'ont pas d'importance en politique. Si je suis fier ou si je ne suis pas fier. Moi, je voudrais voir s'il arrive à sortir du traquenard dans lequel lui-même il s'est mis. Je ne serais pas fier, mais je dirais merci, Monsieur le Président. Vous avez sauvé notre pays des difficultés et vous avez ouvert la voie pour vous-même et pour un futur prospère. Bien. Allez, ça sera donc votre mot de la fin au compte de cette émission. Notre regard sur l'actualité URSA sur Soleil FM Guinée pour ce premier numéro de cette semaine déjà, lundi 2 septembre. Merci Saïdou Atenkano. Merci infiniment Kourba et à notre invité. Allez, merci à notre invité Boubacar Sadio Bandé. C'est la première fois que je viens dans une radio en Guinée. Oui. J'ai été interrogé par RFI, par Africa numéro 1, à l'époque c'est Radio Africa, et par TV5 Monde en France. Et je suis heureux que ce soit Soleil FM dans lequel je fais ma première intervention. Allez, merci, c'était un plaisir pour l'équipe d'URSA de vous avoir cet après-midi. Nous informons également nos auditeurs que nous allons recevoir demain dans cette même émission à 16h Jacques Bonemi, vous le connaissez déjà, ancien commissaire de la CENI, il est le président de l'UPG. L'homme viendra également dans cette émission pour nous parler également de l'implantation de son parti du côté de l'Europe et également la question qui est en cours actuellement sur l'installation des démembrements de la CENI. Merci, au revoir.